Merci, bonsoir à tous. Bon, je voudrais juste répondre à une question qui a été posée sur les monnaies locales, donc ce n'est pas le sujet, mais je fais partie du Conseil économique et social, et la région PACA planche sur le sujet de monnaie locale en région PACA. Pour l'instant, il est plus ou moins mis de côté, puisque tous les intervenants qu'on a invités parlent aussi des écueils de limiter régionalement ou localement les entreprises, les échanges, et que finalement on peut aussi avoir tendance à se replier sur soi-même, et c'est tout le débat, comment arriver à ne pas s'isoler, et la ville de Nantes d'ailleurs on a vraiment tiré des conséquences. Bon voilà, moi je suis architecte, je suis installée à Marseille et dans l'unité d'habitation du Corbusier. Et je travaille, je ne suis pas originaire de cette région, je n'ai pas vécu en France. Et le métier d'architecte est un métier que je ne connaissais absolument pas. Et en ce sens, on peut dire que la France, sur ce plan-là, la démocratie fonctionne quand même pas mal, puisque la France a développé quelque chose d'assez exceptionnel par rapport à tous les autres pays qui nous entourent, le système de concours d'architecture. Et le système de concours réside en fait à tout ce qui est projet public, tout ce qui est investissement public, ici, une médiathèque, une bibliothèque, un centre, une salle de concert, des universités, les hôpitaux, tout ce qui est soumis à l'investissement public est soumis à concours en France. Et cette posture de dire on ouvre un concours, on invite des architectes, 3 seront sélectionnés sur ceux qui se présenteront, 3 ou 5 seront sélectionnés, va permettre à toute des générations d'architectes d'accéder à la commande, et sans avoir nécessairement un relationnel, un entre-gens, un accès à la commande qui est habituellement dans les autres pays, qui est un accès plutôt à la commande privée et à l'investissement privé. C'est-à-dire que tout ce qui est immeuble de bureaux, par exemple, de logement, d'habitation, on n'a pas besoin de faire de concours. Vous avez un promoteur qui vous invite à construire, et de ce fait, il faut les connaître. Quand on ne les connaît pas, eh bien, comme ça a été mon cas, on se dit, eh bien, la seule solution, c'est de postuler pour des concours. Alors globalement, dans notre métier, on est à peu près 10% d'architectes à exercer dans l'univers du concours, puisqu'évidemment, c'est une compétition, ce qui évidemment est à la fois cruel, puisqu'il n'y a qu'un gagnant, mais permet à la fois une émulation, de sans cesse se remettre en question, de sans cesse être dans l'émulation de la compétition et dans la recherche, et de se nourrir sans cesse pour être toujours au niveau. Alors ça a été un choix qui ne m'a pas permis évidemment de construire énormément ici, mais qui a une vertu, c'est d'aller voir ailleurs et d'aller rencontrer d'autres publics, d'autres élus. Et finalement, à chaque fois, ce sont évidemment des élus qu'on rencontre. Et rapidement, il y a une chose qui m'a intéressée, c'est qu'on a en tête des architectures. L'architecture est considérée comme, souvent dans ce grand projet, un acte artistique, entre guillemets. Alors par exemple, je donne un exemple que tout le monde connaît, qui est Bilbao, le musée de Bilbao. Ce sont des architectes qui ont des écritures extrêmement fortes, extrêmement reconnaissables, qui ont un style, on peut dire un style, qui se repère à travers le monde. On a à Marseille la tour de Zaha Hadid, et ce sont des écritures qui ont été développées et qui sont propres à ces architectes, et que souvent les élus, les commanditaires souhaitent se payer et souhaitent posséder. Finalement, c'est une façon aussi de se valoriser ou de valoriser une ville. Ça a également un intérêt. Pour Bilbao, ça a été extraordinaire. Ça a été pour Bilbao une façon de rebondir et d'exister à nouveau sur la carte du monde. Donc ces architectures sont nécessaires. Mais en tous les cas, pour moi, j'ai rapidement été intéressée plutôt par des architectures, Nathalie en parlait, des architectures du contexte. C'est-à-dire que, à mon sens, et je pense que de plus en plus cette question va se poser, c'est comment faire. Alors vous parliez du manque de moyens, de la question écologique, de la question environnementale. Comment maintenant
doit-on se positionner quand on bâtit dans une ville ou sur un espace naturel ou construit. Et ce sujet m'a beaucoup interpellée parce qu'il me semble qu'on n'arrive jamais les premiers. La ville existe, des traces parcellaires, les hommes sont passés ou l'histoire est passée. Il existe toujours sur un lieu des traces. Il existe également un environnement. Je donne un exemple. Par exemple, j'ai construit les archives départementales des Bouches-du-Rhône. C'était un quartier qui est le quartier d'Euroméditerranée, qui est un quartier en devenir. Quand le concours a été lancé, c'était vraiment le début de ce quartier. On se retrouvait tout près de passerelles autoroutières qui venaient longer le site, qui était extrêmement bruyante, exposée en plein vent, avec un quartier qui se trouvait à l'est du site, qui était un quartier de logements très paupérisé, des logements qui étaient en grande quantité et qui se trouvaient plutôt peu riches en espace extérieur. Il n'y avait quasiment pas de parc, pas de jardin, il n'y en a toujours pas pour l'instant sur ce territoire. Et je me suis rapidement dit, les archives départementales, c'est un programme qui n'est pas trop accessible à un grand public. Il y a quelques petits éléments de salles d'exposition ou de salles de conférence qui sont accessibles au grand public, mais l'essentiel du bâtiment ne l'est pas. Et il se trouve qu'il y avait une église qui existe encore, mais qui était menacée de démolition parce qu'elle est en très mauvais état, qui est fermée, mais qui est l'église d'Arinques, avec à l'arrière un terrain qui devait être construit par notre projet, devait être construit sur 2 terrains. Et j'ai proposé, au vu de ce quartier extrêmement peu riche en espace extérieur et la configuration du site, de dire, eh bien après tout, un des 2 terrains, je ne vais pas construire dessus, et je vais proposer d'y installer un square. Un square qui serait ouvert au public, qui ne serait pas privé au bâtiment, mais qui serait ouvert au quartier et qui servirait à tous ces logements qui se trouvent à l'arrière et qui ne pourront pas bénéficier du programme des archives départementales qui sont plutôt liées au monde de la recherche. Et ce jardin a été construit à l'arrière de cette église et brusquement, l'église s'est retrouvée mise en scène dans la composition architecturale. On la retrouve, un parvis s'installe pour rentrer dans le bâtiment et l'église se retrouve brusquement visible. Et tout à coup, le quartier s'est dit, mais cette église, et on a eu des témoignages à foison de la population, d'associations qui se sont montées, se sont dit, mais finalement, ce quartier, toute notre histoire est en train de disparaître. Euroméditerranée construit sur ce site et avance rapidement. Des bâtiments qui sont le témoignage de cette époque industrielle disparaissent. Progressivement, tout le patrimoine industriel disparaît. Il restait cette église. Et je me suis dit, nous, on a cette question qui se pose, est-ce qu'on peut sauver encore les quelques éléments patrimoniaux qui existent sur ce site? Et cette église qui devait être démolie, brusquement se retrouve être le centre des débats du quartier en disant, mais nous, on est nés ici, on s'est mariés ici, on y tient, on nous enlève tout, il ne nous reste plus rien de notre histoire. Et ça a posé cette question de comment, brusquement, tout le monde s'en est emparé, et l'église est toujours là, le jardin fonctionne, et finalement, le bâtiment a été optimisé en n'étant construit que sur un terrain, et non sur les 2, et raconte à la fois l'histoire du quartier, s'installe sur un axe, alors le bâti lui-même s'est installé sur la face la plus intéressante, à mon sens, de la ville, qui était cet axe historique qui traverse Marseille du nord au sud, qui va de l'entrée de Marseille sur Mazargues et qui est scandé par toutes ces places qui vont de la Castellane à Porte d'Aix. Et c'est un axe nord-sud, strictement nord-sud. Et je me suis dit, notre réponse d'architecte et notre réponse urbaine, par contre, puisqu'il y avait cette réponse à la fois sociale et cette réponse patrimoniale, est de dire que nous, architectes, on s'installe sur cet axe historique qui prolonge la ville et qui prolonge l'organisation urbaine de la ville. On s'installe à l'alignement. Et c'est ce que Euroméditerranée a poursuivi par la suite, puisque on était quasiment le premier bâtiment à construire. C'est une façon de dire que
à un moment donné, on ne fait pas seul, on fait avec ce qui se passe autour. On prend qu'à le bâtiment est le plus haut possible, il s'installe sur un terrain parce que aussi cela nous permet de libérer ce jardin, mais aussi de nous élever au maximum. Au lieu de s'installer à plat sur 2 terrains, on s'élève au maximum en composant, en compactant le bâtiment et en s'élevant au plus haut. Et là aussi, Marseille, c'est la question de l'échelle, c'est comment on répond à une grande échelle, à ce grand paysage, à une rade qui est exceptionnelle et qui est gigantesque, à ces paquebots qui arrivent. Donc il y a aussi ce rapport à l'échelle. C'est tout ça pour vous dire qu'il y a aussi une autre manière d'aborder l'architecture, et ça a été ce qui m'a intéressée, c'est de dire comment on fait avec ce qui existait là avant nous. On n'arrive pas en imposant et en installant un style et en installant un objet designé, c'est ce que vous disiez aussi, on n'impose pas quelque chose qui est une pure création plastique et artistique, parce qu'on est plus que ça. Les gens vont y vivre, les gens vont le vivre au quotidien en passant devant, et quelque part, on participe à une histoire, à l'histoire de la construction de la ville et de la construction du vivre ensemble. Alors, je ne suis pas absolument sûre que de le construire à plusieurs en faisant participer énormément de monde, ça aurait pu être géré de cette façon-là. J'ai quelquefois participé à ce type de projet, mais la question architecturale, c'est comme toutes les questions. Je ne suis pas absolument sûre que tout le monde puisse s'y emparer, tout comme vous le disiez, c'est pas aussi facile d'écrire un livre, c'est pas facile d'être écrivain non plus, pas tout le monde peut l'être. Je pense qu'à un moment donné, des chefs d'orchestre sont toujours nécessaires pour un concert pareil, et que cette question-là de dire quel est le cap, où veut-on aller, et qu'est-ce qui est l'essentiel par rapport au secondaire, restera toujours la vraie question. Et qu'est-ce qu'on veut, évidemment, pour le bien de la majorité. Effectivement, il y aura toujours des mécontents. Je peux parler peut-être, il reste 2 minutes, de la question d'un projet qui est sur Aix cette fois-ci, qui, à mon sens, apporte une réflexion sur ce que pourrait être la métropole. C'est peut-être pas le lieu d'en parler ici à Aix, mais c'est un projet qui est un incubateur qui se trouve sur la zone de l'Arbois, et qui est un incubateur de start-up qui s'appelle The Camp, et qui, pour moi, outre le programme assez étonnant et exceptionnel de ce projet, m'intéressait aussi sur la question de comment on construit aux limites de la ville. C'est-à-dire qu'il se trouve à la limite entre la zone de l'Arbois, de la Durane, construite en tertiaire essentiellement, donc une zone bâtie, et une zone toute proche, contiguë, qui est une zone totalement vierge, naturelle, classée d'ailleurs forêt, espace naturel. Et comment on doit, et ça c'est une vraie question métropolitaine, comment on gère les franges, comment on respecte la nature sans la sanctuariser, et comment on gère cet entre-deux, ce passage entre la ville et la nature, comment à un moment donné on annonce la limite de ce qui ne sera plus jamais constructible, sans venir l'empiéter, mais en gérant un espace qui est ni un bâtiment, ni quelque chose de complètement clos, ni encore la nature. Et c'est un projet qui ne propose qu'un toit sous lequel des volumes, des pavillons vont se glisser. Les circulations n'existent plus. Elles ne sont plus donc chauffées. La question écologique est réglée puisque c'est qu'un toit. Le sol naturel reste intact, la topographie reste intacte et les pavillons se glissent sous ce toit, donc sont protégés de la pluie et du soleil. Et en Provence, il y a des tas de sujets très simples qui règlent cette question de l'ensoleillement, de l'air, du vent et de la chaleur. Et le fait de ne pas avoir des bâtiments totalement clos peut répondre à cette question-là. Une ombrelle qui a une espèce de parasol géant qui protège du vent, de la pluie et du soleil, et des manières assez efficaces pour protéger du vent. Voilà. Bon, c'est un sujet métropolitain, c'est peut-être pas le sujet ce soir. Oui, merci. J'ai trouvé que l'intervention était passionnante et ça donne très envie d'aller voir les archives que je n'avais pas repérées. Je voulais vous poser une question. Moi, j'ai vu récemment la Fondation Vuitton en région parisienne. Donc, le fameux Franck Gehry. Il y a d'ailleurs une vidéo de lui qui est très, très bien faite sur le site parce que cet homme a l'air d'être d'une humilité incroyable alors qu'il a fait des projets grandioses.
Il a l'air de dire que, effectivement, il faut tenir compte du contexte. Et lui, il a l'air de vouloir faire des choses très, très voyantes, très, très spectaculaires. Vous, quand vous dites que vous souhaitez aussi tenir compte du contexte, est-ce que ça veut dire se fondre un peu dans l'environnement ou est-ce qu'au contraire, ça veut dire sortir du cadre et être très spectaculaire? Alors, ça dépend des fois. En réalité, il y a des sites qui sont forts et des sites qui sont faibles. Il y a des sites extrêmement fragiles et je pense qu'il n'est pas utile de venir les fragiliser davantage. Et au contraire, il faut essayer de se mettre en demi-teinte et pour venir les respecter au maximum et ne les perturber le moins possible. Et dans ce cas-là, s'effacer. Il y a des sites extrêmement beaux et on n'a pas besoin de venir les affronter parce qu'on est plus dans l'ordre du faire-valoir et comment les mettre en scène. Et il y a des sites qui permettent d'être puissants parce qu'ils le sont eux-mêmes, ils supportent l'affrontement. Et dans ce cas-là, le cas de la Fondation, il y a un parc. On n'est pas dans un site dense urbain, donc un geste fort peut tout à fait se porter. La question là, c'est que c'est malgré tout une écriture qui est totalement repérable. C'est-à-dire qu'il aurait pu tout à fait construire ça à Los Angeles, comme dans n'importe quel autre, comme à Bilbao. C'est un projet qui prend en compte évidemment un site, parce que de toute façon tout architecte prend en compte un site, mais qui met en scène aussi des technologies, une architecture qui lui est propre. Et la grande question, c'est, pour une fondation, on peut imaginer, on peut tout à fait, et c'est tout à fait légitime, d'autant plus que c'est un privé qui peut se payer ce qu'il veut, mais ce n'est pas le cas de ce qui est le quotidien de la ville, et ce n'est pas ce qui fait la ville, un événement majeur dans une ville est important, mais ce n'est peut-être pas ce qui fait le quotidien de tous. Et à un moment donné, savoir faire avec des moyens moindres, et savoir faire avec l'intelligence du lieu et apporter de la poésie malgré tout, c'est aussi possible. Il y a des architectes de tout aussi grand renom, en particulier les Japonais qui ont une autre culture, qui ont construit par exemple le musée du Louvre à Lens, dont on parle moins parce que peut-être c'est moins spectaculaire, mais malgré ce, c'est fait avec une poésie, ça apporte une poésie avec très peu de moyens. Et je pense que c'est tout ce jeu-là, ces projets-là seront, à mon sens, les derniers projets réalisés dans ce type d'écriture et de surabondance de technologie.